Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre après cette coupure estivale qui, nous l'espérons, a été un bon moment de repos pour vous. Et nous sommes ravis de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne TV que nous avons appelée CGP TV, la chaîne du Conseil en gestion de patrimoine ou du Conseil patrimonial au sens large, qui sera, comme son nom l'indique, et en tout cas dans l'ADN de ce que nous faisons, tourné vers la transformation du métier, vers l'évolution du métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Serracchi. Bonjour. Bonjour Julien, président de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Donc le titre de la chaîne me plaît beaucoup. Le titre de la chaîne vous plaît beaucoup. On a un peu choisi pour vous, allez. CGP TV. Et Pascal Perrier, donc directeur réseau CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardif France. Alors, on espère que le titre de la chaîne vous plaît aussi. Mais normalement, ça devrait. En fait, ce sont les clients, donc ça me va très bien aussi. Bon, écoutez, parfait. Alors, cette émission, nous l'avons intitulée « Une rentrée pas comme les autres », parce que je crois qu'effectivement, on vit une période un peu historique, je ne sais pas, inédite sûrement, compliquée forcément. Et puis, dans ce contexte particulier sur le plan sanitaire, économique et social, on aimerait que vous puissiez nous donner votre appréhension de tout ça. Et déjà, pour commencer, une première question. Même si il y a eu beaucoup d'articles de presse sur le sujet qui semblent dire que finalement ça s'est pas trop mal passé par rapport à d'autres métiers. Comment vous avez vécu, vous, cette période de confinement? Je me tourne vers Julien Serracchi d'abord et Pascal Perrier après. Comment les CGP que vous suivez au niveau de la Chambre ont passé cette période compliquée? On est clairement, les conseillers en gestion de patrimoine, une profession qui est épargnée par la crise actuelle. Alors on ne s'en félicite pas, bien au contraire évidemment, mais on est quand même ravis de voir que les CGP sont des petites structures et qui se montrent évidemment particulièrement agiles. Et ce qui compte dans les phases de crise, c'est évidemment la disponibilité vis-à-vis de vos clients. Et la disponibilité, c'est vraiment une des caractéristiques des CGP. Et donc les clients se sont rendus compte de la différence qu'il y avait entre leur conseiller CGP et puis un conseiller dans un réseau bancaire et qui évidemment est beaucoup moins agile et donc va être moins à même de répondre tout de suite à son client dans une phase où le client est stressé et a besoin de conseils. C'est là qu'il a besoin de conseils, c'est dans les phases de crise. Il s'est révélé, le CGP, dans cette phase de crise? Oui, il s'est révélé. D'une certaine façon, je vous taquine un peu, mais est-ce qu'il a révélé finalement des aspects que lui-même ne soupçonnait pas? Alors, il les soupçonnait parce qu'il les avait déjà révélés en 2008. Comme je viens de le dire, les phases de crise sont des phases toujours d'opportunité pour les CGP. Et d'ailleurs, on l'a vu, le marché des CGP s'est beaucoup développé après 2008, puisque beaucoup de clients se sont rendus compte que, il y avait des qualités chez le CGP qu'ils ne trouvaient plus dans les réseaux bancaires. Donc, pareil, je pense que la crise de 2020 va être très profitable au CGP d'une manière générale. Le retour qu'on a en plus des CGP et que la relation qu'ils ont avec leurs clients est extrêmement bonne, qu'elle est extrêmement différente de celle qu'ils avaient en 2008 où les clients étaient dans un climat extrêmement anxiogène, ils se demandaient s'ils allaient tout retirer ou pas, ils ne savaient pas quoi faire. Là, ils étaient beaucoup plus sereins, ils disaient finalement, plaie d'argent n'est pas mortel, comme on dit, notre santé est en jeu, donc on prend avec beaucoup plus de philosophie les questions financières et même les plus avertis des clients disaient c'est le moment d'investir. Alors c'est vrai que la situation est quand même différente. Déjà en 2008 ils pouvaient sortir. Là, ils n'ont pas pu sortir, ils ont été confinés. Et puis, là, aujourd'hui, il y a... alors, ça fait partie peut-être des bons côtés, on va dire ça comme ça. Il y a 100 milliards d'épargne qui sont stockés pour le moment sur des placements liquides, des livrets, et qu'il va falloir retransformer demain, et on va en parler. Pascal Perrier, au niveau de BNP Paribas Cardif, ça c'est en deux mots. Est-ce que comment avez-vous vu... parce que Julien nous parle, Serracchi nous parle des CGP de son association, c'est normal. Vous avez une vision plus large. Est-ce qu'il y a eu vraiment quelques difficultés quand même, ou bien ça s'est relativement bien passé? Alors, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, les vacances étant passées, on aborde la rentrée. Si je jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, je vais dire un peu comme Julien, c'est-à-dire que on s'est fait moins mal globalement. Hein. Je parle du marché, les institutions tels que les assureurs et les CGP. Je pense qu'on l'a mieux traversé que ce qu'on aurait pu redouter au moment où la crise nous est tombée dessus. La première chose, nous, qu'on a faite, mais comme tout le monde, hein, c'est de penser à la sécurité de nos collaborateurs. Donc c'est déjà effectivement de mettre tout le monde dans des conditions de sécurité qui leur permettent de travailler sans être à risque. Et ensuite, pour moi, et Julien le sait très bien, on en parle souvent, pour moi, ce qui est en tant que fournisseur des CGP, le plus important,
Ça, c'est fondamental dans la relation de confiance qu'on a ensemble, c'est le maintien de l'opérationnalité. Il ne faut jamais oublier que le CGP, il a de l'autre côté, il a son client. Et que donc, si l'assureur n'est pas en mesure de garantir au CGP avec qui il travaille la continuité des opérations, quelle que soit, j'allais dire, l'intensité de la crise, on a un véritable souci. Voilà. Donc moi, encore une fois, au-delà des collaborateurs, mon premier souci dans l'entreprise, ça a été de dire, on fait tout pour maintenir la capacité opérationnelle de l'entreprise, la capacité à opérer, à passer les ordres. On parlera certainement tout à l'heure du digital. On peut en parler maintenant. Quelles qu'en soient les conditions, c'est-à-dire quelles que soient les conditions de marché, de continuer à passer les ordres. Et le deuxième élément dans cette partie de maintien de l'opérationnalité, c'est la qualité de service. Et donc, qualité de service, effectivement, c'est maintenir la capacité opérationnelle, mais c'est aussi de répondre aux mails, c'est aussi de répondre aux questions, c'est d'être présent. Hein. Ce que disait Julien, ils ont été très présents, très réactifs, très agiles auprès de leurs propres clients. Eh bien, pour nous, c'était exactement la même chose. C'est de montrer, malgré le fait que nous soyons des grosses institutions, de montrer une agilité, une réactivité dans le maintien de cette capacité opérationnelle et transactionnelle, encore une fois, vis-à-vis des CGP. Donc ça, pour moi, ça a été fondamental. Et pour revenir donc à votre question, comment ça s'est passé ? Eh bien, effectivement, si vous m'aviez posé la question 3 mois avant en disant s'il y avait une crise comme ça, comment vous l'aborderiez ou comment vous pensez en sortir ? J'aurais probablement été un petit peu moins optimiste que ce qu'est ma réponse. Mais finalement, on a réussi, je pense, tu le diras de ton côté, mais je pense qu'on a réussi à maintenir cette capacité opérationnelle à des niveaux qu'on n'aurait pas imaginés compte tenu de la crise. Alors justement, on va parler de ces maintiens des capacités opérationnelles et on va parler de digitalisation. On reviendra après quand même sur le mur économique et financier et les réponses produits que vous allez pouvoir mettre en place. La digitalisation, c'est acté. Le modèle a bien résisté, Julien Serracchi. C'est ce que je pense que c'est quand même ce qu'on peut dire aujourd'hui. Le modèle du CGP a bien résisté. La digitalisation y est pour beaucoup, ce que disait Pascal Perrier, vous le confirmez. Les réticences éventuelles, ou même probables qu'il y avait, sont derrière nous, derrière vous en tout cas. Les CGP ont résisté, notamment, évidemment, grâce à la technologie. Alors moi j'englobe le mot technologie, voilà. Tout, la digitalisation, la fintech, oui. Grâce à la technologie. C'est-à-dire que, et là je fais encore la comparaison par rapport à 2008, on a eu cette fois-ci une réponse technologique aux problèmes qu'on pouvait rencontrer. Nous, on était disponibles pour nos clients, mais comme Pascal l'a rappelé, il y a 3 acteurs. Il y a le client, il y a le CGP, et il y a le partenaire, le fournisseur, l'assureur, évidemment, dans le cas de Cardif. Il fallait bien que nous, les demandes de nos clients, on puisse les communiquer aux assureurs et qu'ils puissent les traiter. Et ça, évidemment, le client ne se rend pas compte de toute cette étape-là, qui est souvent là où on peut trouver des difficultés dans la relation entre un CGP et ses partenaires. C'est quand on interroge les CGP et qu'on leur dit finalement comment vous choisissez un partenaire plutôt qu'un autre, la première réponse qui sort systématiquement, c'est la qualité du back-office. C'est au-delà de la qualité, je dirais, de la solution même proposée par l'assureur. C'est la qualité du back-office. Parce que nous, en tant que CGP, on sait que vis-à-vis de notre client, c'est très difficile de lui expliquer quand il y a des problèmes de back-office et que ça nous retombe dessus, même si on n'y est pour rien. Et là, on a eu une réponse. Je pourrais vous montrer les mails que je recevais en tant que CGP, pas en tant que président de la Chambre, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans les jours qui ont suivi le confinement, de tous les assureurs avec lesquels je travaille, qui m'envoyaient des mails en me disant « Voilà la procédure maintenant, comme vous ne pouvez plus nous envoyer les documents par la poste, on va le faire par scan, on va le faire par signature électronique. » On dit souvent dans la profession qu'en 2 mois, on en a fait plus qu'en 2 ans. D'une part parce que, alors c'est pas le cas de Cardif qui a toujours été, je ne dis pas parce que Pascal est là, mais qui a toujours été en avance sur la digitalisation, qui a toujours été vraiment l'une des compagnies. Je veux dire parce qu'on les a un peu taquinés quand ils se sont digitalisés à une époque, donc c'est le moment de... En tout cas, ils ont un modèle qui est aujourd'hui parmi les plus efficaces. Il n'y a pas que eux, mais ils ont l'un des modèles qui sont les plus efficaces. Mais il fallait aussi convertir les CGP eux-mêmes. Parce que, évidemment, je défends les adhérents de la Chambre, mais c'est vrai qu'il y avait des réticences du côté des CGP qui avaient leurs habitudes de travail, et ça fonctionnait bien, le papier. Mais le problème du papier, c'est quoi ? C'est qu'il y a un potentiel d'erreur. Évidemment, quand vous faites un papier, que vous l'envoyez à la compagnie d'assurance, il faut bien que derrière, il y ait quelqu'un
de la compagnie d'assurance qui retranscrivent ce qu'il y a sur le papier. Donc c'est une source d'erreur. Cette source d'erreur est elle-même une source de coût et est elle-même une source de perte de temps pour le CGP. Avec la digitalisation, vous réglez entièrement ce problème. Donc vous, en tant que CGP, ça vous fait gagner du temps. Et ça fait gagner du temps à votre fournisseur qui, de son côté, va peut-être baisser ses tarifs ou vous proposer une marge plus importante. Là, je jette la balle à Pascal. Ça y est, c'est dit, ça y est. Donc c'est une étape est franchie, je pense que c'est d'ailleurs tout ce que vous regardez. Et vous, Pascal Perrier, vous le sentez. Alors, quand je vous disais tout à l'heure, certains ont pu vous taquiner en disant Cardiff digitalise. Finalement, vous étiez un peu en avance. Alors, vous aviez prévu non, vous n'avez pas prévu la Covid, évidemment. Non, on l'avait pas prévu. Et puis, on a peut-être même, très honnêtement, digitalisé, j'allais dire peut-être un peu même sur le tard. Mais bon, on a largement rattrapé le retard, si vous voulez. Donc, on a démarré le plan de digitalisation il y a 2 ans et demi. Donc c'est un plan qui est lourd. On a investi 17 millions d'euros dans la solution digitale. On est en train de livrer les derniers modules. Là. Donc d'ici fin de l'année, tout début d'année prochaine, on devrait avoir totalement complété, totalement digitalisé le transactionnel. Donc voilà, donc c'est un plan qui a été lourd, mais qui est complété aujourd'hui. Et qui, alors là, pour le dire, on va vraiment se féliciter de l'avoir fait, parce qu'encore une fois, personne n'aurait pu imaginer qu'on se retrouve un jour dans cette situation-là. Mais si on n'avait pas, là je le dis très franchement, si on n'avait pas eu la digitalisation, on n'y serait pas arrivé dans les conditions que j'évoquais tout à l'heure. Encore une fois, on a vraiment traversé, en tout cas l'apex de la crise, c'est-à-dire les 3 premières semaines, le premier mois, quasiment sans contestation, sans ordre mal passé, sans ordre perdu, etc. Et ça, c'est parce que c'était passé en digital. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, la Poste ne marchait plus, le courrier n'arrivait plus, on n'avait plus personne sur les plateaux pour recevoir le courrier. Donc si on n'avait pas, donc le papier, il était virtuellement à ce moment-là mort. Passer un ordre papier, ça ne faisait plus de sens. Donc, juste pour vous donner un chiffre, sur les 15 premiers jours du confinement, donc la dernière partie du mois de mars, on a passé autant d'ordres, c'est un volume d'ordre qui équivaut à 20% d'une année normale, sur 15 jours. Si vous voulez. Donc, ça vous montre bien l'engorgement qui serait arrivé dans nos back-office. Et comme disait Julien, je veux dire, des ordres qui arrivent en papier, c'est de la saisie, c'est de l'ouverture de courrier, c'est des chèques qui peuvent se perdre. Enfin, voilà, il y a que des humains qui travaillent. Donc, si on n'avait pas eu... Voilà, Jean-Charles, pour répondre à votre question, si on n'avait pas eu la digitalisation, on n'y serait juste pas arrivé. J'aimerais ajouter, si vous me permettez, un développement à ce que vient de dire Pascal. On est passé du papier à la signature électronique et il y a un stade intermédiaire qui est le scan, qui est entre les deux et qui est à mon avis un stade à éviter. Parce qu'aujourd'hui, des compagnies, alors pour nous faciliter la vie pendant le confinement, nous ont dit, nous envoyez pas du papier, envoyez-nous des scans. Et ils nous ont dit, vous nous enverrez le papier après pour authentifier l'ordre, quel que soit l'acte de gestion, c'est-à-dire un virement, un arbitrage, ce que vous voulez. Et le problème du scan, c'est que il faut bien comprendre comment ça se passe du côté des assureurs, t'en parleras certainement mieux que moi, Pascal, mais c'est qu'ils reçoivent le scan par email, ils traitent, et après, plusieurs jours plus tard, voire plusieurs semaines plus tard, ils reçoivent l'ordre papier. Ou pas. Et ils ne savent plus si c'est le même ordre ou pas, ou si c'est un ordre différent. Donc il y a cette espèce d'étape intermédiaire qui est, à mon avis, dangereuse et qui doit être temporaire, qui est le scan. Il faut passer du papier à définitivement, je pense, les signatures électroniques. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et cette étape temporaire, il faut la mettre de côté. Tu peux peut-être parler des difficultés que tu as rencontrées avec ce mode-là. Alors, merci Julien de poser ce point, parce qu'effectivement, il est important dans la mesure où le scan, on a ouvert le scan justement pour permettre, si vous voulez, à ceux qui étaient ou pas encore équipés ou réfractaires au digital, de quand même pouvoir envoyer des ordres. Donc c'est un vrai service supplémentaire. On a dit, voilà, on se met à risque, la compagnie d'assurance se met à risque en acceptant les scans qui se voulait temporaire, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est un temporaire qui peut durer, c'est un peu comme les impôts, comme certaines taxes. Et donc du coup ça a 2 effets, j'allais dire au moins 2 effets majeurs négatifs. Le premier, Julien l'a évoqué, c'est un sujet de conformité, c'est-à-dire de réconciliation.
C'est-à-dire qu'on est obligé, nous, quand on a un ordre, d'être en mesure de montrer l'original à demande des autorités. Si on a un contrôle ACPR, il faut qu'on soit capable de montrer. Si on a une difficulté, un litige avec un client, c'est rare, mais ça peut arriver, il faut qu'on ait le papier. Et là, dans ce cas-là, effectivement, les papiers, on ne les a pas tous. Quand bien même on les demande, on ne les a pas tous. Et même quand on les reçoit, on voit bien que c'est une charge supplémentaire pour nos opérations, pour le back-office, de commencer à réconcilier des opérations. Donc là, c'est des risques d'erreurs supplémentaires, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et puis, il y a un autre élément qui est la charge supplémentaire sur le back-office. Parce que quand vous recevez du papier, puis genre, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais je veux vraiment rentrer sur ce sujet-là parce qu'il est fondamental. Ça vous a marqué, ça. Oui, quelque part, ça m'a marqué parce que, si vous voulez, c'est une fausse bonne idée, quelque part. Quand vous recevez du papier, vous recevez le dossier papier, vous le traitez, vous l'avez en un dossier. Quand vous recevez les mails, un ordre par scan, vous pouvez recevoir un ordre sur 5 ou 6 mails. Et là, le back-office, en ce moment, ils sont en train d'imploser parce qu'il y a trop de mails. Ils ont beaucoup de difficultés à le traiter. Voilà. Donc je préférerais, pour répondre à Julien, alors je ne vais peut-être pas lui donner plus de marge, mais je préférerais lui donner un service supplémentaire, que mon back-office à volumétrie constante puisse lui rendre un meilleur service, lui permettre de donner un meilleur service à ses clients, plutôt qu'à traiter des scans. Quoi. Voilà. Alors vous avez finalement répondu à une question que je vous posais. Est-ce qu'on va plus loin est-ce qu'on doit aller plus loin aujourd'hui dans la digitalisation? Est-ce qu'il y a encore des choses à caler? Alors il y a effectivement cette affaire de traitement par scan, vous avez très bien répondu. Au niveau de la Chambre, vous êtes très en avance sur les fintech. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des systèmes qui permettent de travailler, je sais, vous et d'autres d'ailleurs, en tout cas le marché, la place travaille sur des systèmes qui permettent par rapport à une seule interface de pouvoir se connecter directement au back-office de toutes les compagnies. C'est l'avenir, ça, demain? Oui, en fait, l'une de mes premières décisions lorsque j'ai été élu en mars 2019 président de la Chambre, c'était de créer une commission digitalisation fintech. Et le rôle de cette commission est de recevoir toutes les fintech qui travaillent en B2B, et donc qui veulent bien travailler avec les CGP, et de comprendre déjà quelles étaient les évolutions et quelles étaient les solutions qu'elle apportait. Là, c'est la première étape. La seconde étape, ça va faire d'être une synthèse un petit peu on en a reçu près d'une trentaine, je crois, de fintech, donc c'est vraiment un nombre très important. Et ensuite, on va voir comment on peut incorporer le travail de ces fintech dans l'activité quotidienne d'un CGP. La Chambre, par exemple, aujourd'hui, propose déjà à ses adhérents, gratuitement, de pouvoir bénéficier de systèmes de profil de risque qui sont entièrement digitalisés et qui peuvent implémenter dans leurs agrégateurs de comptes. On va peut-être aller plus loin là-dessus. On essaye, nous, de fournir des services. C'est ça, une association professionnelle comme la nôtre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle défend l'intérêt de ses membres et elle leur fournit des services. Et ben là, c'est le panel services. On va essayer d'aller plus loin dans les services. Je pense que la Chambre est vraiment l'association des fintech. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints en tant qu'adhérents et c'est quelque chose que je veux absolument creuser parce que je dis toujours à mes adhérents, dont parfois certains sont réticents vis-à-vis des fintech, je leur dis ce ne sont pas des adversaires pour vous, ils ne vont pas vous voler la relation client. Votre rôle de conseiller sera encore plus important qu'avant parce que finalement, les fintech, elles vont vous simplifier la vie dans les tâches administratives ou les tâches répétitives et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui fait votre valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil. Donc, fintech égale gain de productivité. Pascal Perrier, vous êtes prêt à brancher vos tuyaux encore plus... Alors, non seulement on est prêt, mais on a déjà commencé à le faire. On travaille ensemble avec Julien sur une réflexion globale sur la digitalisation, comment avancer encore plus dans la digitalisation de notre écosystème. Et moi, je crois vraiment qu'il ne faut pas qu'on ait de combat d'arrière-garde. Je veux dire, la digitalisation, je le dis toujours, c'est un outil au service des humains que nous sommes, parce qu'on fait un métier d'homme avec un grand H, de femmes et d'hommes. Et la digitalisation, c'est qu'un outil. Mais cet outil, effectivement, il doit pouvoir remettre au centre du jeu le service que les CGP rendent à leurs clients et que nous rendons à nos CGP. Donc voilà, donc on continue à travailler. Je pense qu'on a de nouvelles idées pour l'avenir, pour rendre ces processus transactionnels encore plus efficaces. Pour toute la place. Et en partant de là, on est déjà connecté avec les deux gros agrégateurs de places que sont Prism et O2S, Harvest et Many-More. Et en fait, lorsque le CGP est dans son environnement, dans son environnement digitalisé,
d'agrégateurs, il peut directement intervenir dans nos chaînes opérationnelles. Il paraît qu'à la télévision, quand on cite une marque, il faut toujours en citer 3. Donc je citerai CGP Corp qui est la 3e. D'accord. Donc on a nos 3 marques, nous ne sommes pas répréhensibles. Voilà. On a beaucoup parlé de digitalisation et effectivement, on sait que c'est important pour vos métiers, en tout cas d'intermédiaires de proximité. Le temps passe et je voudrais vous écouter sur un sujet aujourd'hui qui est un sujet réponse client. On disait qu'il y a 100 milliards d'épargne qui sont là, qui se captent, qui grossissent encore d'ailleurs a priori. Bon, par contre, on a des taux à zéro. On a des marchés financiers que l'on dit, alors, je sais pas, un peu déconnectés de la réalité. On a un endettement qui explose. On a un monde un peu complexe. Et qu'est-ce qu'on fait dans un monde complexe aujourd'hui comme ça, quand on est CGP? Ces 100 milliards d'épargne, en fait, c'est de la consommation non consommée. Oui. Déjà, il faut savoir d'où viennent ces 100 milliards. C'est qu'effectivement, les gens sont restés chez eux. Enfin, j'apprends rien à personne. Et que, voilà, cette épargne-là, c'est ce qui aurait dû être consommé, qui n'a pas été consommé. Et puis, la situation quand même économique étant difficile, on ne sait pas ce qu'elle sera. On ne sait pas s'il va y avoir un impact sur la demande, c'est-à-dire s'il va y avoir des vagues de licenciements ou pas. Et ben, les gens disent, on garde cet argent-là qu'on n'a pas consommé au chaud. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cet argent, il n'est pas placé d'une manière productive. Il est placé sur des comptes sur livret à la banque et notamment beaucoup sur des livrets A qui, je le rappelle, aujourd'hui, ont un rendement inférieur à l'inflation. Hein. Donc, c'est vraiment pas de l'épargne à long terme, comme on dit. C'est de l'épargne de précaution pure. Ça va le rester encore certainement pendant quelques semaines. Et puis, plus la situation économique va s'éclaircir, et plus cette épargne, soit elle restera non consommée et elle ira dans les placements plus traditionnels comme l'assurance vie. Et là, évidemment, le CGP aura tout son rôle de conseil. Il n'y a jamais de réponse générale pour tous les clients. Hein. Vous savez que nous, on fait un métier où le conseil est toujours entièrement personnalisé. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'il vaut mieux acheter des obligations, des actions ou je ne sais quoi. Donc, il y a une complexité globale quand même. Il y a une complexité globale et plus il y a de complexité, plus vous avez besoin d'un conseil professionnel. C'est évident. Donc c'est pour ça que le rôle du CGP, il va être de plus en plus important. Le rôle du conseil, notamment sur l'épargne, de plus en plus, les commerciaux vont être remplacés par les conseillers. Hein. C'est ça l'évolution structurelle qu'on voit. Donc ces 100 milliards, dont je crois 85 sont sur des livrets A, je crois que c'est ça le chiffre. Oui. Ils vont rester là encore certainement quelques semaines, ou voire quelques mois maximum. Et puis après, quand la situation économique sera plus claire, je pense qu'ils iront sur les placements plus traditionnels. Pascal Perrier, qu'est-ce que vous en pensez de cette complexité aujourd'hui quand même? Pour vous, en tant que fournisseur de produits, c'est délicat, enfin c'est votre métier, mais tout de même. Moi je trouve que finalement, à quelque chose, crise est bonne, parce que elle remet vraiment au centre, un peu l'église au centre du village. C'est-à-dire qu'on avait perdu, dans les années passées, finalement, la notion d'investissement long terme et d'allocation d'actifs. Hein. Je rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, la grande majorité des actifs en assurance vie s'investissaient sur du fonds général. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce qui s'est passé à l'automne dernier, quand la place a quelque part collectivement pris conscience des taux négatifs et des difficultés de réinvestissement et les impacts sur les taux de rendement. Mais du coup, la crise, elle met en exergue le fait que l'assurance vie, la retraite, ce sont des produits long terme. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on investit sur un produit d'assurance vie, c'est pas, encore une fois, comme l'a dit Julien, on n'investit pas sur un produit de liquidité, sur un PEL, pour avoir de la liquidité à 0,50 ou à 0,75. Non, on a une visée long terme, et c'est ça qu'il faut, j'allais dire, remettre aujourd'hui en avant lorsqu'on donne du conseil aux clients, c'est de leur dire, vous investissez, que ça soit sur un PER1 ou que ça soit en assurance vie, utilisé d'une manière différente, mais le français l'utilise aujourd'hui encore comme un produit retraite, hein, vous avez 15 ans ou 20 ans devant vous, et c'est là tout le secret de la location d'actifs. Donc si vous voulez, oui, on est face à une complexité peut-être supplémentaire, parce que effectivement le fonds général, là aussi c'est plus l'alpha et l'oméga de l'investissement,
que les actions sont à des niveaux élevés aux États-Unis et qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner demain matin. Mais encore une fois, je rappelle qu'on investit sur 15 ou 20 ans. Donc si vous conseillez à un client d'investir d'une manière régulière, de lisser ses rentrées avec une allocation d'actifs qui peut être la combinaison de plusieurs classes d'actifs sur le long terme, vous avez déjà une grosse partie de la réponse. Donc c'est une complexité qui me semble pas aussi complexe que ça. Donc, en avant tout sur les PER, oui. par investissement progressif, par en avant tout sur le... Ça, il tombe bien finalement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Bien, on a pris à ceux qui nous gouvernent de créer ce produit-là à ce moment-là. Et c'est exactement ce que vient de dire Pascal. Alors là, le PER, c'est de l'investissement à long terme par définition. On a aujourd'hui un produit moderne avec... Perrin, Perrop, Percol, Perru, enfin tout le monde leur donne des noms, les noms qu'ils souhaitent. Mais le Perrin, on va dire, qui va être certainement celui qui va récolter le plus de fonds. Le Perrin, c'est donc le PER individuel, c'est ce qui remplace les PERP et ce qui remplace les Madelins pour les TNS ou les TNS ou les professions agricoles. Là, on a un produit absolument magnifique puisqu'il permet à la fois d'avoir des réductions d'impôts, ou plutôt des réductions de la base imposable, et en même temps, c'est plus liquide qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait sortir que sous forme de rente, et qu'au moment de la retraite, à part 5 cas qui étaient des cas terribles que personne ne veut vivre, et aujourd'hui, on peut sortir en rente ou en capital, et puis on peut aussi sortir au moment où on achète une résidence principale, qui est le principal achat pour tous les Français. Donc on a un produit beaucoup plus moderne et beaucoup plus flexible. Donc on y va. Nous sommes obligés de nous quitter. Et ça, c'est vraiment un regret, parce que ça, oui, c'est déjà fini. Alors, je vais quand même une petite question, parce que, Julien, vous êtes exprimé sur le sujet, je vais parler un peu des honoraires et des commissions, mais vous êtes exprimé très souvent sur le sujet. Ce débat est derrière nous. En ce qui concerne, je dirais, le modèle économique, parce qu'on parle finalement de modèle économique des CGP. Je voudrais que vous disiez un mot. Je crois que vous faites un concours pour les jeunes. Oui, on va lancer un concours pour les jeunes de vidéos qui nous explique quel est l'intérêt d'un CGP. Alors, c'est des jeunes qui sont en master 2 de gestion de patrimoine, donc qui ont déjà une certaine expérience, dont beaucoup ont déjà travaillé dans des cabinets de CGP ou dans des banques, mais de plus en plus dans des cabinets de CGP. Et donc, on a envie de les inciter à réfléchir à cette question fondamentale. Pourquoi a-t-on besoin d'un CGP? Ils vont peut-être, qui sait, nous apporter des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui. On l'espère. L'avenir leur appartient. Donc ça commence quand, ce concours? Ça va commencer là dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. Donc on va évidemment suivre tout ça. Je vous remercie. Je tenais juste avant de vous quitter, je vous remercie pour votre présence. Vous remercier aussi de votre participation à l'ouvrage Vovox qui s'appelle Dessine-moi la gestion de patrimoine, qui va bientôt paraître. Donc vous êtes l'un et l'autre au niveau de BNP Paribas Cardiff, et puis Julien Siraki. Vous faites partie des contributeurs de la CNCGP, donc vous faites partie de nos contributeurs et nous vous en remercions. Et on espère vous retrouver sur le plateau pour d'autres aventures. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne rentrée. Merci à vous. Merci. Au revoir et merci. Au revoir.